Bonsoir. Face à l'actu du dimanche 4 juin 2021, évidemment, nous allons refaire l'actualité de la semaine en essayant de la commenter et de l'analyser sous le prisme et la maîtrise de notre invité de ce dimanche. Mais vous le savez, l'actualité ces dernières semaines fait davantage place aux produits de consommation de masse au Cameroun, notamment le riz, dont beaucoup de rumeurs courent autour d'une éventuelle augmentation de prix sur les marchés. Une information évidemment qui a suscité la réaction de l'opinion et davantage aujourd'hui. On essaiera de savoir ce qu'il en est, où est le problème, comment en sortir éventuellement si on en est en capacité. C'est d'ailleurs pour cela que l'invité de ce dimanche est spécialement venu évidemment pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Jean-Gabriel Kemle Tchabgou est donc le secrétaire général du groupement des importateurs de riz du Cameroun. Une expertise qui, on l'espère, va nous permettre de mieux savoir sur cette actualité-là. Il est également le maire de la commune de Tcham depuis les dernières élections de proximité, la commune urbaine, du moins la commune d'arrondissement de la ville de Tcham. Il est également le président du comité d'orientation du Centre technique agroalimentaire du Cameroun. D'ailleurs, c'est sous cette casquette que vous l'avez découvert sur cette antenne il y a quelques années déjà. Et secrétaire général de la filière des oléagineux du Cameroun. Jackie, bonsoir. Bonsoir Dipita et bonsoir aux téléspectateurs de STV. Je vais commencer par dire également bonsoir à monsieur le maire. On va peut-être toucher un ou deux mots sous cette casquette. On n'a peut-être pas le temps de faire tout le point là-dessus, mais je veux dire, avec la nouvelle orientation politique, on parle davantage de décentralisation au Cameroun. Nous sommes le 4 juillet 2021. Si on vous demandait de faire une appréciation de ce modèle, vous en tant qu'élu local, est-ce qu'on peut dire que au niveau de la proximité, au niveau des populations, la décentralisation est une réalité? Je dirais déjà que Jackie Kemle Tchabgou a été porté à la magistrature municipale l'an dernier au terme des élections de février 2020. Et il est important de dire qu'il est le porte-étendard de la mandature des défis, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la cité de Tcham, qui est une cité qui compte près de 400 000 habitants, qui est une cité historique. Vous savez très bien que c'est l'ancien chef-lieu de la région de l'Ouest, qui est une cité touristique. Vous devez savoir que le tout premier office du tourisme de l'Afrique centrale est né à Tcham. C'est également une cité très universitaire parce que c'est la cité qui comporte en son sein l'université la plus installée au Cameroun. Elle est dans 6 régions. C'est-à-dire que vous avez une branche à Maroua, concernant les mines, vous avez une branche à Bafia, vous avez une branche à Bolova, à Bertois, à Fumban, l'Institut de Beaux-Arts, à Banjoun, l'Institut Photo-Victor, au nord-ouest. C'est dit que c'est quelque chose qui compte pour la ville de Tcham. C'est le cœur de la ville de Tcham, il faut le dire. Et c'est une université qui a près de 600 enseignants, avec 524 personnels non enseignants. Et cette cité qui a en son sein l'université regorge de tous les sectoriels. C'est vous donner l'ampleur et l'intérêt qu'il y a pour que cette cité émerge. Donc, quand nous arrivons relativement à cette décentralisation, et pour véritablement l'implémenter, nous déclinons un certain nombre de préoccupations. Nous avons appelé ça les angles d'attaque. À travers ces angles d'attaque, nous essayons de faire ce pouvoir que le chef de l'État a bien voulu via la décentralisation et à travers le code de 2019 qui en fait venait regrouper un ensemble de lois assez éparses votées en 2004 qui elles-mêmes sont nées de la volonté constitutionnelle de 1996 qui a fait du Cameroun un État unitaire décentralisé. Et l'intérêt qu'il y a dans cette décentralisation est que dès 1996, Tcham entre dans la coopération décentralisée avec Nantes. C'est d'ailleurs ce qui a permis, sur le plan touristique, de construire
le musée des civilisations. Absolument. Et ce musée, député, si vous voulez savoir d'où vous venez, je sais que vous êtes certainement de l'eau, c'est ça, les peuples de l'eau. Quand vous irez au musée, vous verrez exactement comment ça se passe. Donc les 4 R qu'on a au Cameroun sont bien répertoriés au niveau des musées des civilisations du Cameroun. Vous comprenez donc que voilà le premier bénéfice de la décentralisation quand les gens n'y croyaient même pas. On n'avait pas attendu les lois de 2004. Et une autre chose que nous avons faite pour montrer le bien fondé, c'est que lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte qu'on avait un souci majeur sur l'assainissement. Mais déjà avant, il faut le dire, parce que celui qui vous parle a été président de la commission de la coopération, donc travaillait dans la recherche des partenariats, tant sur le plan local que sur le plan international, pour mettre la ville de Tchang en capacité de pouvoir adresser des problématiques des villes modernes. Absolument. Quand on vous dit qu'une cité est universitaire, donc elle est cosmopolite, et vous avez toutes les difficultés que vous trouvez dans les grandes métropoles. Donc, du coup, on a donc continué avec cette décharge qui avait été créée à l'époque, en 2008, vous comprenez, toujours sous la bannière de la coopération décentralisée avec Nantes et Nantes Métropole. Et cette décharge a permis de construire une plateforme de compostage, c'est-à-dire que le déchet qu'on appelle ordure vulgairement, l'or qui est dur, parce que pour nous à Tchang, le déchet c'est une matière première capitale. Nous avons donc décidé... Vous les transformer. Bien entendu, nous avons donc décidé de créer des plateformes. Donc quand le déchet arrive au niveau de la plateforme, il y a un tri qui s'opère. 80% de la matière qui est fermenticible, c'est-à-dire qu'on peut la dégrader pour pouvoir en faire du compost, est mise sur le côté. Donc 20% qui constituent ce que nous appelons les refus. C'est eux qui vont à la décharge. Et je vais vous dire que quand vous faites ça, vous bénéficiez de ce qu'on appelle les crédits carbone. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Donc vous travaillez dans la maîtrise des effets de serre et de façon à préserver l'écosystème et l'environnement. Donc du coup, vous bénéficiez à l'international, ce que nous faisons, c'est 20 000 € chaque année. Alors, à travers ces plateformes... 20 000 € en termes de recettes? Bien sûr. Simplement dû au fait que vous travaillez pour réduire les effets de serre. C'est-à-dire en amenant les déchets vers un lieu précis, en enlevant 80% de matière fermenticible pour en faire du compost, qui est un amendement biologique dans la perspective de développer l'agriculture biologique. Et vous n'avez que 20% qui va donc dans cette fosse qu'on a créée en termes d'ordures. Donc vous comprenez donc que c'est la décentralisation qui a permis qu'on aille vers ça. Donc c'est un effet donc très positif. Parce qu'en réalité, l'État pris en lui-même ne sait pas traiter les déchets. Il faut le dire comme ça. Il y a un opérateur qui est utilisé habituellement, qui va juste déposer dans un site, mais qui ne tire pas profit des sous-produits du déchet. Parce que le déchet a des sous-produits. Un peu comme quand vous êtes dans la filière des oléagineux. Vous avez le palme là. Quand vous fractionnez, vous avez le léine d'un côté, la stérine de l'autre. Vous avez les acides gras. Vous avez entre-temps la coque qui est là. Vous avez Je vois bien que vous en parlez avec passion. Oui, bon. Non, c'est pour dire que si vous n'étiez pas dans la décentralisation, vous n'aurez pas compris qu'il y a des partenaires qui savent faire ça. Donc, ça a permis donc à ce qu'on montre le bienfait. Et le dernier gros effet de cette décentralisation, c'était bien sûr la dernière unité de tri modulaire des déchets, qui est la toute première au sud du Sahara. C'est à Tchang. C'est le fruit de la décentralisation. Entre la commune de Tchang, l'État français, l'État du Cameroun. Parce qu'il faut dire que l'État français y a mis 600 millions de francs, le trésor français. L'État camerounais, 100 millions en termes de facilitation. Parce qu'on aime dire qu'est-ce que l'État apporte. L'État apporte. Il faut simplement aller chercher où ça se trouve. Donc l'État, quand il met la décentralisation, il reste toujours aux côtés des collectivités pour accompagner pour que l'action se fasse. Et la commune, bien sûr, y a mis également. Donc vous voyez que on a pu donc, à travers la coopération décentralisée, y arriver. Mais une des choses qui est importante, Dibita, parce que si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a de l'énergie. Et nous savons que c'est le cœur de tout développement. Je puis vous dire qu'à l'heure actuelle, sous la bannière de la coopération décentralisée, la commune de Tchang est en train de construire de façon simultanée 2 microcentrales. Une qui est hybride, c'est-à-dire photovoltaïque et hydroélectrique, c'est la toute première au Cameroun. Et une deuxième qui est tout simplement hydroélectrique. Vous comprenez donc... Quelle capacité en termes de kilowatts?
On est à près de 500 kilowatts. C'est déjà ça. Et il y a une dernière qu'on est en train de réhabiliter qui va nous permettre de monter donc à 1000. Ça veut dire qu'on monte en puissance, en énergie. C'est grâce à quoi? À la décentralisation. Bon, justement, là, vous essayez de démontrer évidemment le savoir-faire et le bien-faire, mais il y a un autre point de la décentralisation et qui est peut-être celui qui fait le plus parler en termes de regrets. Il y a le chômage, évidemment. C'est une problématique. Comment vous, dans cette cité universitaire, cette cité qui produit la matière, la ressource humaine assez abondante, comment vous occupez les jeunes? Je me réjouis que vous posiez cette question. Je croyais que vous alliez me demander, quand on parlait des usines modulaires et des plateformes, ce que ça a créé. Monsieur Dipita, c'est 100 emplois qui sont créés dans le cadre de la maîtrise du traitement et de la valorisation du déchet. C'est 100 emplois. Et quand on sait que la mission d'un État, c'est la création d'emplois, comme vous dites, la création de revenus, nous sommes sur la route. Actuellement, nous sommes en train de lancer une formation de 60 jeunes dans le photovoltaïque. Parce que vous devez savoir, je vous ai parlé de 2 microcentrales en construction. Il y a des jeunes qui travaillent là-dedans. Il y a des jeunes qui vont y travailler dans le cadre de son fonctionnement et de sa maintenance. Ces jeunes que nous sommes en train de former, c'est pour maintenir tout ce dispositif qui est en train d'être mis en place, notamment les lampadaires solaires. Aujourd'hui, nous avons presque une quinzaine qui ne fonctionnent pas, mais on n'a pas touché à ça parce que c'était encore dans la période de garantie. Maintenant que nous sommes en train de mobiliser la garantie de cet opérateur qui s'est montré incapable de pouvoir remédier aux difficultés, ce sera avec qui? Des jeunes que nous sommes en train de former. Donc, cette question des jeunes est quelque chose de fondamental. Nous sommes en train nous avons lancé un champ semencier. C'est des jeunes qui travaillent, des jeunes agronomes. Nous les accompagnons en leur donnant déjà du compost pour pouvoir maturer rapidement ces plants-là. Et ces plants, quand on va les avoir, on va les distribuer principalement aux personnes déplacées internes. N'oubliez jamais, la ville de Tchang a aujourd'hui eu près de 10 000 déplacés internes. Parce que nous sommes à 2 pas du sud-ouest. Vous voyez? Donc, tous ces jeunes-là, on est en train de progressivement les mettre, on les intègre dans la vie. Et d'ailleurs, nous venons de mettre en place le conseil jeune de Tchang. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, il y a un conseil jeune avec un maire jeune. Donc, ils ont un conseil qui se tient, il y a un ensemble de projets qui nous ont soumis. Dès lors, quels sont les projets les plus urgents, les plus immédiats? Vous savez, Tchang, c'est une ville agricole. Je vous ai dit, il y a des projets dans le domaine de la gestion, la maîtrise, la valorisation des déchets. Il y a des projets dans le cadre des énergies renouvelables que nous avons cités. Il y a dans le cadre simplement du numérique. Parce que c'est bon de vous dire, Tchang, c'est une ville digitalisée. Aujourd'hui, nous avons des jeunes que nous avons pris qui travaillent dans la perception des fonds à travers des terminaux. Ça, c'est une innovation aussi à Tchang. Nous avons aujourd'hui des pointeuses électroniques aux entrées de nos bâtiments principaux. La maintenance de cet outil, c'est des jeunes que nous sommes en train d'intégrer. Donc, le numérique qui est devenu un déterminant, et d'ailleurs, il y a quelques jours, nous étions à Yaoundé pour parler à propos, c'est-à-dire le rôle du numérique dans le développement durable et inclusif d'une ville. Et nous sommes positionnés comme une ville qui est déjà là-dedans. Vous comprenez? Et la transition verte dont nous parlons, parce que quand on parle de la maîtrise de traitement, c'est la transition verte. Nous mettons des jeunes là-dedans. Parce que n'oubliez jamais qu'avant l'or noir, il y avait l'or vert. Après l'or noir, il y aura toujours l'or vert. D'accord. Aujourd'hui, on n'est préoccupé par les questions alimentaires, c'est la terre. Et nous voulons réintéresser nos jeunes à la terre. Parlant justement de questions alimentaires, vous nous facilitez la transition, puisqu'on parlera du riz à l'instant. Le temps peut-être d'annoncer ce premier reportage qui revient sur l'actualité de la semaine. Suivez plutôt. Depuis plusieurs semaines, le prix du sac de ciment, toutes marques confondues, est passé de 4 600 à 4 800, voire 5 000 francs CFA dans de nombreuses quincailleries au Cameroun. Ceci apprend-on en raison d'une révision à la hausse du prix de cession de ce produit aux détaillants. L'information est confirmée dans une mise en garde adressée le 29 juin 2021 au directeur général des cimenteries du Cameroun, Simincam, filiale du consortium franco-suisso-marocain Lafarge-Holcim Maroc-Afrique, par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloambarga Tangana. Cette mise en demeure indique clairement, s'agissant du cas précis des produits de Simincam, qu'au moins une première hausse des prix à l'usine a déjà eu lieu, sans l'accord préalable du gouvernement. Il faut dire que cette sévère mise en garde du ministre du Commerce fait suite à une précédente sortie musclée datant du 11 juin dernier.
Le membre du gouvernement avait alors instruit ses services déconcentrés de prendre toute affaire cessante les mesures nécessaires pour un retour au prix homologué sur le marché camerounais. Déjà dans le viseur, Simencam soupçonné, de même que plusieurs autres entreprises, de hausse illicite de prix. C'est en ces termes que le patron du commerce s'exprime. J'ai l'honneur de vous demander de prendre à réception de la présente et chacun en ce qui le concerne les mesures nécessaires en vue de l'assainissement de nos marchés et d'un retour sans délai à la normale. Un compte rendu de vos premières diligentes est attendu dans les 72 heures, avait alors prescrit Luc Magouambaga Tangana. Le ministre du Commerce constatait de ce fait la hausse vertigineuse des prix de certains produits de consommation courante comme le riz, le poisson et le ciment. Dans des correspondances séparées adressées aux directeurs généraux de Congelcam et Simencam et au président du groupement des importateurs du riz du Cameroun, GIC, le ministre du Commerce semblait reprendre à son compte les récriminations formulées par certaines associations de consommateurs. Sauf que le directeur général de Simencam, qui tient tête, a réussi à courroucer le gouvernement. D'un ton ferme, le ministre du Commerce menace l'entreprise française de fermer si jamais son projet d'augmentation unilatérale du prix du ciment était mis à exécution. Précisons que cette mise en garde de l'État du Cameroun au groupe Lafarge Holcim Maroc survient quelques jours seulement après la réception au Palais de l'Unité et la décoration par le président de la République du géant nigérian Aliko Dangote. Retour sur ce plateau, je rappelle que nous sommes avec Jackie Kemble, qui est le secrétaire général, c'est davantage sur cette casquette-là que nous avons souhaité son expertise, secrétaire général du groupement des importateurs de riz au Cameroun. À l'instant, on parlait de la mairie de Tchang, dont il est premier magistrat en termes d'autorité municipale locale. Alors, d'abord en deux mots, pour peut-être comprendre plus tard la problématique du riz. C'est quoi ce groupement? Comment est-il organisé? Comment est-il structuré? Comment est-il reparti à travers le Cameroun? Le groupement des importateurs de riz au Cameroun. Vous savez, il y a plusieurs professions dans notre pays. Il y a la profession de producteur, la profession de transformateur, la profession d'importateur, parce que c'est un ensemble d'acteurs sociaux. Absolument. Qui contribuent au développement de notre pays, dont chacun a sa place. C'est déjà important de le dire. Et la notion d'importation arrive à un moment où on se rend compte qu'il y a des denrées qui n'existent pas localement. Et c'est à ce moment que ce groupement qu'on appelle GIC se positionne. C'est un groupement qui a en son sein 7 grandes entreprises. Vous avez Swakam, vous avez Delight, vous avez Soktakodim, vous avez Olam, vous avez Sonam, vous avez Moit. Donc, c'est ces 7 grandes entreprises qui se trouvent là. Vous avez Sorepco. Ces entreprises décident donc d'accompagner l'État dans sa volonté d'approvisionner les espaces marchands locaux et s'assurer, puisqu'on parle du riz, que ce riz, il est important de le dire, qui est la deuxième denrée la plus consommée dans le monde après le blé, est disponible. Pourquoi ce problème de disponibilité? Parce qu'en réalité, M. Dipita, il faut que nos téléspectateurs le sachent. Le Cameroun est un pays où on consomme beaucoup de riz. Malheureusement, le Cameroun produit près de 300 000 tonnes pour une demande de 600 000 tonnes l'an. Du coup, vous constatez qu'il y a un déficit structurel qui existe. Et face à un déficit structurel ou à un problème structurel, il faut apporter des solutions conjoncturelles. Et c'est important qu'on le dise. Quand des gens disent pourquoi on importe, il y a un gap de 300 000 tonnes. Ça signifie que si on ne fait pas attention et que les populations qui aiment bien manger du riz ne puissent pas le manger, il peut y avoir des soucis. C'est à ce moment donné que le GIC se positionne donc comme un groupement citoyen et patriotique qui décide d'accompagner l'État du Cameroun dans cette mission-là, qui est celle d'approvisionner le marché relativement au gap. Et il est important de dire, M. Dipita, parce qu'il faut qu'on sache que les acteurs de ce GIC-là sont en réalité des producteurs dans d'autres domaines. Il faut qu'on le dise. Parce que les gens disent, mais pourquoi M. Kemble, qui est habitué aux questions de production dans les oléagineux, dans l'agroalimentaire, pourquoi ne pas être producteur de riz, encourager la production locale? Je leur dis donc que ces entreprises, si je prends le cas du groupe Nana Bouba avec Azur,
a commencé à travers Swakam à vendre simplement du savon et des huiles végétales. Mais vous savez aujourd'hui que c'est une des grosses industries, c'est un mastodonte aujourd'hui à côté des usines comme les Maya qui produit du savon en quantité, en qualité et à bon prix et des huiles végétales. Ils sont allés plus loin. Ils ont décidé de produire de la tomate à travers Swakam Agro-Industrie. Vous avez D-Light qui est dans la sacherie, qui produit le biscuit. Vous avez Sonam qui produit du riz au Nigeria. Vous avez Olam qui produit de la farine au Cameroun. Vous avez Sotakodi qui est en route. Bref, tous ces acteurs sont déterminés à produire. Mais malheureusement, on a un problème de terre. On va y revenir. Mais je préfère qu'on parle de ce problème de riz. Absolument. Donc, au moment où il faut donner ce riz, on se rend compte que on doit d'abord consommer ce qui est local. On prend un engagement parce qu'il est important de dire que chaque année, au début de l'année, il y a des concertations avec le ministre en charge des questions de commerce, sur toutes les filières. Absolument. Parce que le Cameroun a adopté une approche par filière. Donc, les acteurs se retrouvent, les producteurs, les importateurs, les consommateurs, les grossistes, pour dire comment on va gérer l'année. On décide donc des quantités qui doivent entrer en s'assurant que ce qui est local est consommé. Mais monsieur le député, est-ce que vous avez déjà rencontré facilement le riz d'Indop dans un supermarché ou dans les espaces marchands habituels? J'avoue que non. Celui de Ntonga? Encore moins. Celui de la Menchoum? Très rare. Celui de Fumba? Je le dis d'expérience parce que je suis un gros consommateur de riz. Très bien. Et justement, lorsque la problématique s'est posée, j'ai cherché le riz camerounais, je veux dire, c'est comme ça qu'on l'appelle de façon vulgaire. Et comme vous le dites, vous le précisez, c'est pas évident. Quand vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes retourné vers l'existant qui est importé. Absolument. Donc, c'est ça la mission de ce groupement-là, apporter le différentiel. Donc, en attendant que la production suive, il faut bien que les Camerounais mangent le riz. Nos grands-mères, nos grands-pères mangent du riz. Et ce riz doit être disponible. Donc, lorsqu'on décide d'importer, c'est parce que ça n'existe pas encore localement tel que cela se doit. C'est l'occasion de dire aux Camerounais que le Cameroun produit du bon riz, il faut qu'on le sache. C'est du riz frais. Mais malheureusement, nos mamans aiment bien le riz importé qui a mis longtemps dans des greniers. Vous savez pourquoi? Non, du tout. Elles disent qu'on ne peut pas, ça gonfle. Mais c'est normal, un riz qui est frais ne va pas gonfler parce qu'il a encore tout son taux d'humidité, il a même tous ses micronutriments. Mais statistiquement, donc, ça représente quoi en termes d'emploi, en termes d'investissement et autres? Les importations? Oui, les importations. Non. Vous savez, ces sociétés que je cite, c'est des mastodontes. Il n'y a aucune d'entre elles qui a moins de 400 à 500 employés, il faut le dire. Vous allez chez Swakam, c'est 400, 500 employés immatriculés. Parce qu'on fait encore la différence entre les emplois relativement temporaires et ceux qui sont reconnus officiellement par l'État. Donc, c'est quand même une filière qui emploie des gens. C'est un groupement qui emploie des gens. Déjà, sur ce plan-là, il faut s'en féliciter parce que c'est le chômage qu'on réduit. Maintenant, député, il se pose donc actuellement ce problème de disponibilité du riz. Parce que c'est comme ça, c'est en ce thème qui s'est posé. Nous avons eu à organiser 2 points de presse successivement, c'est-à-dire en une semaine d'écart. Je crois que vous n'avez jamais vu ça. Une filière qui organise 2 grands points de presse. Parce que les gens ont mal interprété ce qui a été dit et ce qui est. Il est bon qu'on sache qu'il a été dit, c'était d'abord le dernier point de presse, je pense c'était le 24, mais une semaine avant le 17, il a été dit qu'il y avait encore un stock. Parce que nos équipes de Yaoundé oui, il y avait encore un stock d'environ 200 000 tonnes. Absolument. Qui correspond à peu près à 4 mois de consommation. Pourquoi? Parce qu'on consomme au Cameroun environ 47 000 tonnes par mois. Et nous avons dit il n'y a pas de pénurie. Mais le stock, c'est pour 4 mois. Mais certains ont dit qu'on a dit qu'il y avait pénurie. Je redis de façon claire qu'il n'y a pas de pénurie au Cameroun. Et que cela a été maîtrisé depuis des années, depuis la fameuse grève de la faim de 2008, absolument, comme on l'a qualifié. L'État avait pris des dispositions pour que le riz qui est arrivé à 20% de droits de douane, qu'il arrive d'abord à 0%, ensuite à 5%. Ça veut dire que si on vous a même attrapé en train de réexporter, que vous avez payé la taxe de récupération qui est de 15%, les choses se remettent en place. Parce qu'il est hors de question d'importer pour financer les économies des pays voisins. Donc, voilà ce qui a été dit. Et nous avons dit, comme c'est une denrée qui
est importé pour l'essentiel. Ouais, c'est la moitié qui est importée. Donc, du coup, il faut qu'on sache qu'il y a eu la pandémie qui a sévi. Parce que ce sont ces éléments-là qui sont importants de partager. Ça veut dire que si aujourd'hui, on est en train d'acheter, même les quantités qui flottent ont été achetées pendant la pandémie. Ça veut dire qu'il y a eu un renchérissement de coûts. Parce qu'il faut se dire des vérités. Absolument. Ça ne sert à rien de dire que non, on est au même prix. Monsieur Dipita, allez sur Internet, tapez sur Google, demandez le coût à l'étranger, on va vous dire. Vous allez voir qu'il y a eu un renchérissement. D'abord sur le coût. C'est pour cela que nous avons insisté sur la mise en place ou alors l'utilisation de la structure de coût. Parce que la structure de coût a ceci de particulier. Vous avez des variables à l'intérieur. La variable coût d'achat, quand elle a changé, le reste va changer automatiquement. Vous êtes là sur un tableau sur Excel où vous avez des valeurs et des pourcentages. Quand une des variables change, si c'est la variable en sachage qui change, elle a un impact sur le... Si c'est la variable frais qui change, ça change. Si c'est la variable frais d'approche qui change, automatiquement le prix de revient va changer. Absolument. Donc, on précisait donc qu'il y a eu la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, il y a un renchérissement des prix sur le marché international. C'est important, le dit Dipita. Le fret est passé du simple quasiment au triple. Et tout le monde peut le vérifier. On est passé de 45 $ à 120 $. Donc, ça fait un renchérissement de près de 2000 par sac, si vous calculez, à l'arrivée aujourd'hui. Absolument. Les devises sont rares. Ça entraîne deux conséquences. La longueur des transferts et le renchérissement des transferts. Ça veut dire qu'on va aujourd'hui avec une inflation de près de 10% sur les transferts. Et avec un rallongement qui vous amène à presque 4 semaines minimum quand vous avez sollicité le paiement par votre banque du fournisseur. Ça vous prend, j'ai dit minimum, il y en a qui sont même à 2 mois. Ils n'ont pas pu transférer. D'ailleurs, la plupart des médias ont communiqué là-dessus. Ce sont des vérités. En plus, les bateaux sont rares, il faut le dire. Je pense que chacun parmi nous a subi ce contrefait sur un plan. C'est-à-dire que vous avez commandé une marchandise. D'ailleurs, au centre technique, on a eu ce problème à l'époque. On a donné des prestations à un opérateur qui faisait venir les matériels qu'on attendait d'un pays, je crois que c'était la Turquie. Il y a eu un retard de plus de 6 mois. Donc, c'est connu. Donc, tout cela parce que c'est progressivement que la machine se remet en marche dans le monde entier. Et le Cameroun ne fait pas l'exception. Vous avez donc compris, à partir de tous ces éléments-là, qu'il y aura certainement, après les échanges avec le ministre en charge des questions des prix, parce que c'est la réglementation, il y aura certainement une évolution. Je préfère comprendre d'abord cet autre reportage et reviens avec d'autres incompréhensions. J'espère évidemment que vous aurez des réponses. Suivez plutôt. Publié dans les réseaux sociaux, ce document sera une synthèse du fameux rapport définitif de la Chambre des comptes dont la présentation était très attendue au Parlement, puis finalement annulée sans grande explication alors que le Fonds monétaire international, mais surtout le peuple camerounais, attendait de savoir comment ont été gérés les 180 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre le coronavirus. À en croire une certaine opinion, cette synthèse du rapport d'étape serait encore plus grave que le rapport d'étape en lui-même. Il concerne seulement la première phase du Covid-19 de l'année 2020 et ne concerne pas la seconde phase, mais déjà le scandale est énorme. Toutefois, la synthèse compilée, ventilée sur les réseaux sociaux, nous apprend que 167,7 milliards de francs CFA ont été dépensés dans la première phase en 2020 sur les 186,8 milliards de francs CFA mis en cause. Le dit document indique que le ministère de la Santé publique actuellement en poste est le seul ministre ayant produit au ministre des Finances les rapports trimestriels attendus. Ils ont donc entretenu de l'opacité. L'on apprend également que le ministère de la Santé publique a passé 4 marchés de médicaments pour 536 millions de francs CFA, mais ce dernier n'a été en mesure d'indiquer où ils avaient été stockés. Dans les dépenses, un bâtiment à usage commercial dénommé Orca a été mis à la disposition du gouvernement gratuitement pour les malades. Curieusement, sa réfection a coûté 1 milliard de francs CFA. Le document renseigne également que le marché de l'hygiène et l'assainissement ont coûté 157 millions de francs CFA et ont été confiés à Establishment African Distribution, créé le 14 février 2020 et sans expérience.
D'autres constats qui ressortent des lignes permettent de savoir que les unités d'isolement construites dans 4 stades n'ont accueilli aucun patient Covid-19, mais ont coûté 841,2 millions de francs CFA. L'achat de 4 ambulances non livrées confiées à 2 entreprises, Yao Farm et Medilan Medical Cameroun, au prix de 57 millions de francs CFA, soit le double du prix d'un autre concessionnaire. Dans la même veine, 96 fournisseurs non présélectionnés ont été attributaires des marchés, des équipements et de prise en charge des patients Covid-19. L'on relève aussi la mise à l'écart des comptables matières susceptibles d'être facilitées, les documents. Un dépassement de 31,6 milliards de francs CFA des crédits s'enregistre également. Par ailleurs, l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales a reconditionné des médicaments achetés à l'étranger déjà conditionnés à 9 millions pour faire croire que les médicaments ont été fabriqués localement. Ce n'est pas tout. La synthèse du rapport définitif de la Chambre des comptes met en lumière la surfacturation de 15,3 milliards au profit de la société Medilan Medical Cameroun SA, ainsi que la vente de 15 000 tests au gouvernement à 288 millions de francs CFA par le ministère de l'Administration territoriale. 3 entreprises, établissements et bois perspectives, ABS Motors et Fast Engineering Cameroun, ont le même gérant qui est le petit frère d'un cadre du ministère de la Santé publique. Ces 3 entreprises ont gagné des marchés de 796 millions de francs CFA. Le document qui circule sur le net fait mention de 1,25 milliard de francs CFA de travaux payés sans être achevés et de double paiement des marchés générant un préjudice de 708 millions de francs CFA. Pour conclure, la Chambre des comptes recommande d'ouvrir 14 procédures pour faute de gestion, une procédure pour gestion de faits et de transmettre au ministère de la Justice 12 dossiers susceptibles de revêtir une qualification pénale. Retour sur ce plateau, c'est Face à l'actu, vous le savez, dimanche 4 juin 2021. On refait l'actualité marquante cette fois-ci de la semaine ou des semaines écoulées, notamment autour de la question du riz, produit très consommé. Et donc le secrétaire général, du moins celui du groupement des importateurs de riz, est dans ce studio pour nous apporter des éléments de réponse. Alors l'autre question est de savoir, peut-on craindre une inflation dans ce cas? Je veux dire, vous avez apporté un certain nombre d'éléments qui justifient ces changements de prix sur le marché. La pandémie, elle n'est pas toujours véritablement maîtrisée. Les pays qui ont confiné ont commencé à déconfiner et sont en crainte d'un reconfinement. Le vaccin, par endroits, il est accepté, par d'autres, il n'est pas. Bref, la pandémie, on ne peut pas dire qu'elle est maîtrisée. Alors, le riz est impacté donc par cette pandémie. Est-ce qu'on peut craindre davantage de dégâts, si je peux le dire comme ça, autour du prix? Est-ce que les Camerounais qui mangent le riz vont encore plus mettre la main dans la poche pour être sûr d'être rassasié à la fin de la journée? Monsieur Dipita, il est important parce que on ne doit pas vivre de façon introvertie. D'accord. Les États-Unis actuellement connaissent une inflation de 5%. Pourquoi le Cameroun ne verrait pas une légère remontée sur l'inflation? Pourquoi ce serait un drame? On ne vit pas en autarcie. Encore qu'on produit très peu, il faut le dire. On est hyper dépendant de l'extérieur. Et comment on sait qu'à l'extérieur, il y a eu cette pandémie? Donc forcément, l'arrivée des denrées, pas du riz simplement, on a ça avec l'huile. Aujourd'hui, l'huile arrive au Cameroun, malgré les facilitations, à 650 000 la tonne. Alors que le coût local est de 450 000 la tonne, M. Dipita. Si vous injectez donc cette nouvelle variable dans la structure du coût de l'huile de palme, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. On peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter. Donc, le riz ne déroge pas à cette règle. Et c'est toujours bon de dire que dans le cadre des critères de convergence, en ce qui concerne notre sous-région, quand vous n'avez pas dépassé la barre de 3%, vous restez encore dans la norme. Absolument. Au Cameroun, aujourd'hui, à peu près à 2,8. Donc, il n'y a pas de drame. Mais il faut qu'on sache que l'économie est libérale par définition, M. Dipita. Et quand vous voulez réguler, il faut que vous sachiez que vous allez injecter les moyens pour réguler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous interpellez le gouvernement, vous demandez au pouvoir public, parce que votre discours n'est pas très rassurant. Non, je vous donne des faits clairs. Absolument. Je vous ai dit, vous achetez à l'extérieur, les coûts ont changé. Absolument. Le transport a triplé.
Les transferts sont difficiles, il y a une inflation au niveau des transferts. Les frais portuaires sont passés à 250%. Vous êtes à Douala, vous pouvez aller vérifier. Absolument. Mais quand c'est fait comme ça, M. Dipita, vous savez qu'il est interdit de vendre à perte? Vous le savez. Ça, c'est certain. C'est clair. L'objectif, c'est le bénéfice. Autant vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est prévu, autant vous ne devez pas aller en deçà en termes de réduction. Qu'attendez-vous du gouvernement, précisément? Non, vous savez, quand il y a des situations comme ça, il est bon d'informer les pouvoirs publics. Il ne faut jamais surprendre les pouvoirs publics. Jamais le faire. Ce serait comme si vous voulez créer un incident. Il faut qu'on informe pour que toutes les conséquences soient tirées de ce qu'on vit. Et il ne faut pas aussi brutaliser le consommateur. Absolument. Parce que vous savez très bien que produit, c'est vendre, produit, c'est donc consommer. Si on ne consomme pas, vous n'allez plus produire. Donc le consommateur, pour nous, est quelque chose d'essentiel. Donc il faut toujours tenir compte de lui. Et c'est pour cela que depuis des années, on travaille plutôt quand c'est compliqué dans la réduction des marges, mais il est bon que les spéculateurs, que sont les grossistes et les détaillants, eux aussi se retiennent. Qu'il n'ait pas toujours l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui va être décalé, ils vont remonter, alors que les autres ont passé le temps à réduire. Est-ce que vous n'avez pas justement cette concertation avec toute la filière, toutes les autres parties? Je vous ai dit que les concertations, si hier, n'étaient pas réglementées, depuis la loi de 2015 sur l'activité commerciale, elle permet cette loi à ces acteurs d'être ensemble. Absolument. Je vous ai dit, on le fait en début d'année et on le fait en cette période. Ça va même se faire dans les prochaines heures. L'idée étant, voilà, de définir les nouveaux protocoles au niveau de la réalité. C'est pour ça que je vous ai dit, rien ne se fait par sa propre volonté, mais il faut mettre en exergue les éléments convaincants qui montrent très bien la structure de coûts. Je vais vous dire, c'est une structure qui avait été exigée par le chef de l'État. Beaucoup n'avaient pas compris l'utilité à l'époque, mais la filière des oléagineux était allée très vite comme d'habitude et l'avait mise en place. Ça veut dire quand il y a une difficulté, quand on échange avec les pouvoirs publics, on leur montre exactement la zone de la difficulté. Et ils prennent donc des décisions qui sont conséquentes. C'est pour cela que depuis 2008, il n'y a plus de soulèvement, tout est maîtrisé. Et c'est maîtrisé parce que les acteurs se parlent. Si les acteurs ne se parlent pas, pendant qu'un sera braqué, l'autre sera braqué de son côté, ça va donner les flammes. Je la question tout à l'heure. Qu'attendez-vous du gouvernement dans ces conditions-là? C'est un accompagnement. Je vais vous donner un exemple. On attend du gouvernement, par exemple, la facilitation au niveau des transferts. Okay. C'est-à-dire que quand un secteur est touché de cette manière et il est névralgique, on essaie de voir comment on peut accélérer plutôt l'entrée des produits à travers des mesures. C'est de dire, par exemple, pour le riz, comme on dit là, les frais, le temps de passage au port. Parce que, voyez-vous, on était à l'époque à 120, on est venu à 90, on va encore réduire. On a dit non, laissons au moins ce temps de passage-là à 90 jours pour éviter la question des surestaries et de stationnement. Vous savez que c'est des conséquences. Attendez, si vous êtes allé payer des stationnements, vous ne mettez pas ça dans votre coût de revient, est-ce que vous êtes sérieux? Du tout. Pas du tout. Alors, donc, ce sont ces éléments. Il y a des éléments sur lesquels l'État peut encore impacter. Vous avez adressé la question au gouvernement. Que vous a-t-il dit le ministre du Commerce? Non, je vous ai dit qu'on est dans des échanges. D'accord. Et quand on échange, il faut que les populations soient également informées des échanges. C'est très important, la communication que nous faisons aujourd'hui. C'est pour que personne ne soit surpris de ce qui pourrait arriver. Que les esprits soient préparés, que l'État sache comment faire, discuter avec l'opérateur et qu'on impacte les zones qui ne vont pas. En tant qu'expert de cette filière, par rapport à cette maîtrise des prix et cette maîtrise des quantités, éventuellement une poursuite des importations dans ces conditions que vous venez de... Mais monsieur le député, je vous dis, c'est depuis 2008 qu'on est serein. D'accord. Ce n'est pas en 2 jours qu'on va... Depuis 2008, on n'a pas non plus le Covid. Oui, je dis, mais en 2008, vous ne connaissez pas la crise du riz de 2008, c'était effroyable. On a vu la Thaïlande qui produit 4 millions de tonnes de riz importer le triple. Oui. Donc, c'est dit que la crise du riz qui a atteint son intensité en 2018 a toujours été maîtrisée parce que les acteurs ont eu à agir. Dans ce pays-là, tout ce que l'État a fait, c'était d'aller massivement chercher le riz à l'extérieur pour s'assurer que les populations vont manquer. Mais, Tipita, le matin, autant
les gens ont besoin de lui pour manger le beignet haricot, autant les gens qui se débrouillent, entre guillemets, à 12 heures, dans ce qu'on appelle le tourneau, même au petit déjeuner, mangent du riz mélangé avec un peu d'huile, un peu de sel. Donc, vous comprenez que c'est deux choses qui marchent ensemble. Et c'est pour cela que je dis, on est toujours resté serein. Mais tout ce que nous avons toujours fait, c'est de signaler la difficulté. Parce que c'est ce qu'on nous demande. Quand il y a une difficulté, signaler. Mais on ne peut pas parler de ce riz, M. Dipita, parce que vous parlez du riz, du prix du riz. Mais de quel riz parlez-vous en réalité? Vous pouvez me dire le riz que vous consommez, M. Dipita? Le riz parfumé. Lequel? Moi, je ne suis pas un expert. C'est du riz long, du riz rond, du riz... je ne vais pas donner la marque. Je vais pas donner la marque à l'antenne. On n'est pas sur les marques. Non, je vais donner la marque. Typologie. Ne parlez pas de marque. Non, je ne suis pas un socialiste. Je ne suis pas un socialiste, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous en dire en termes de détails. C'est important. Même si vous me piégez, parce que c'est moi qui pose les questions ce soir. Non, je ne vous piège pas. D'accord. Je veux que les spectateurs comprennent une chose. Quand on dit le prix du riz a changé en termes de prix à la hausse, de quel riz parle-t-on? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Allons-y. En réalité, il y a trois grands types de riz. Okay. Le riz long grain, le riz rond, le riz court grain. Maintenant, on va regarder ce riz en termes de brisure. Souvenez-vous, à une époque dans notre pays, les gens se plaisaient, disent, moi je mange les brisures de riz. Mais en réalité, ce sont des déchets. Parce que quand on bat le riz, il y a une partie qui sort dans sa totalité, dans son entièreté. Il y a des restes là. On les regroupe, on les parfume un peu, on vous les vend. Donc, il est important de savoir que vous avez du 100% brisure, c'est la dernière catégorie. Vous avez du 50% brisure, ça progresse en qualité. Vous avez du 25%, ça progresse. Vous avez du 10%, ça progresse. Vous avez du 5% qui est le top des tops. Mais M. Dipita, il faut qu'on le dise, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le riz à la portée des Camerounais, il est un peu rare sur les marchés, c'est-à-dire le 100%. Mais il y a du riz, mais qui, en termes de qualité, varie. Donc vous avez beaucoup du 5% sur le marché, mais qui n'est pas accessible à tous. Moi, je suis sûr que vous mangez, certainement, quand vous dites parfumé, si vous mangez peut-être du 5%, mais tout le monde peut manger ça, M. Dipita. Un riz de 1000 francs le kilo, ou le riz basmati à 1800 le kilo, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais vous avez une très belle veste, M. Dipita. C'est certainement du tissu Super 180. Non, je vais y arriver. C'est certainement du Super 180. Mais elle me plaît. Mais est-ce que j'ai l'argent pour acheter du Super 180? Je vais me contenter d'un tissu ordinaire. Peut-être du Super 120, du Super 100. Ce sera déjà ça. Donc, en fait, comme le riz, quand il est acheté, il se détaille. Absolument. On le met dans des boîtes, on le met dans des verres, on le met dans des seaux. Et du coup, le consommateur ne sait plus ce qu'il achète. Il faut le dire ainsi. Parce que le riz n'est plus marqué. Absolument. Parce que sur le conditionnement, on va vous dire que c'est du 5%. Et là, vous introduisez la question de qualité. C'est ça. Vous savez donc directement que oui, ce riz a un coût. 10%, ça a un coût. 5%. Or, celui qui vend, quand il finit de vendre son 100% brisure, parce qu'on parle en termes de brisure, il passe au 50%. Mais il change le prix. Mais vous qui arrivez, consommateur qui n'êtes pas édifié sur cela, vous dites, mais le riz est passé à un prix, c'est cher. Absolument. Non, c'est pas cher. C'est ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Il y a une variation sur la consommation. Et vous voyez, ça pose donc tout le problème de l'étiquetage. Parce qu'un riz qui est dans un verre n'est pas étiqueté. Absolument. On va vous vendre du 10% parce que le 25, le 50 sont finis. Mais la différence de prix, c'est parfois 100 francs, 200, 300, 500, voire 700 francs. Et là, je retrouve le président du comité technique d'orientation. Très bien. Donc avant peut-être d'aborder cette question, ce sera la dernière. On prend la dernière série de reportages et puis on revient à une ou deux questions pour mettre un terme à l'émission. C'est à l'auditorium du Premier ministère que Joseph Diongouti a installé le nouveau président du Conseil national de la communication. Nommé le 4 juin 2021 par décret présidentiel, Joseph Chebonken Kalabupsi, ancien journaliste de la CIA-TV, remplace à ce poste Peter Esoka. Présent à cette passation du service, son principal cheval de bataille, suivant les recommandations du chef du gouvernement, est de réguler efficacement la presse camerounaise conformément aux missions statutaires du Conseil. Sauf que, au-delà de la régulation, le nouveau patron du CNC pense qu'il faut assainir le paysage médiatique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au pays qui ne sont pas tolérables. Vous imaginez l'autre jour un journaliste qui pleure
parce qu'il a failli lui-même. C'est inacceptable. Parce que le journaliste doit être le watchdog de la société, pas celui qui pollue la société. Les règles sont là, on va les appliquer fermement s'il le faut. L'un de ses grands défis est de parachever le projet de viabilisation des entreprises de presse privée, projet dont son prédécesseur a posé les balises quelques jours avant son remplacement. Le nouveau patron du CNC devra en outre rétablir la crédibilité de ce conseil dont les décisions sont quelquefois contestées par certains médias. Nous ne voulons pas les charlatans dans une profession aussi digne comme celui du journaliste qui mène à tout et que la société admire avec beaucoup de fierté. On va éduquer parce que nous avons faire pour nous ce que les anglo-saxons appellent the fourth estate. Joe Chebon Kenkalaboussi aura autour de lui durant son mandat de 3 ans de nouveaux visages au Conseil, notamment Serge Ngando Tony, Michel Mondiel, Giba Igatama, des professionnels des médias à la réputation bien établie. Retour donc sur ce plateau pour la dernière ligne droite. En quelques minutes encore, on va terminer cet échange très enrichissant avec le secrétaire général du groupement des importateurs de riz au Cameroun, Jackie Kemble. Alors, on va terminer avec d'abord la question du riz. En un mot ou en deux, que dites-vous aux consommateurs qui hier, ou du moins avant cette émission, étaient inquiets par rapport à la suite dans cet environnement, j'ai failli dire Covidé? Non, je veux déjà rassurer le consommateur. D'accord. Le riz est disponible pour l'instant. Il n'y a pas de pénurie. Parce qu'il y a eu un choc. Quand ceux qui mangent du riz ont écouté, ont vu des titrailles qui disaient pénurie de riz, mais qui a déclaré cette pénurie? Elle n'existe pas. Donc le riz est disponible? Il est disponible. Il est disponible également en qualité. Il faut le dire. Mais nous précisons que le riz qui est en train d'être arrivé et le riz qui est arrivé en période de pandémie ne risque pas d'avoir le même coût. Mais les échanges seront déterminants pour la fixation dans un protocole parce que nous restons citoyens et patriotes. Ça va se faire dans le cadre légal approprié, prévu par la législation en vigueur. Donc, que les gens soient rassurés. D'accord. Parlons en un mot du centre technique agroalimentaire. On peut faire une image, on pourrait dire que c'est l'expertise, c'est la main technique de ce qui est en termes d'appréciation de qualité pour les produits agroalimentaires. Quand on observe le marché camerounais aujourd'hui, est-ce qu'on peut être rassuré sur la qualité de nos produits? Une image. On a récemment vu à Yaoundé, par exemple, et dans d'autres villes, Yaoundé pour revenir dessus, le ministre du Commerce faire des descentes dans des bistrots, des supermarchés et saisir, par exemple, des boissons. C'est vrai, ce n'est pas systématiquement dans votre secteur. Mais est-ce qu'on peut avoir ces craintes dans l'agroalimentaire, avec tout ce qu'on consomme, les frontières qui ne sont pas toujours... du moins, les frontières qui sont relativement poreuses, voilà. Non, en fait, c'est bien l'agroalimentaire. Les gens ne savent pas que... Oui, les liqueurs, les spiritueux, c'est l'agroalimentaire, qui a 8 branches d'activité. Tout ce qu'on consomme, même le tabac fait partie de l'agroalimentaire, pour la gouverne de notre téléspectateur. Donc, en réalité, l'élément fondamental du centre technique, qui est son laboratoire, parce qu'il faut dire que la première partie de ce centre est fonctionnelle depuis 2018. Et c'est bon de rappeler d'ailleurs que toutes les règles qui ont été édictées ont été implémentées dans le cadre de la CHAN. C'est-à-dire que si je prends la loi de 2018 sur la sécurité sanitaire des aliments, il est bon de dire que le centre technique a accompagné les hôtels qui ont été retenus par le gouvernement de la République et les organisateurs de la CAF pour abriter les différentes personnes qui sont arrivées venant des différents pays qui étaient concernés et même non concernés par la CHAN. Tous ces hôtels ont été accompagnés par le centre technique qui travaille justement dans le cadre du diagnostic, en termes de mise à niveau, dans le secteur de l'agroalimentaire. Il faut bien le préciser. Donc, c'est un travail qui se fait depuis, et je peux vous dire, la plupart des grandes sociétés brassicoles et tout sont déjà passées par le centre technique en termes d'accompagnement. Maintenant, il y a les prestations analytiques. C'est elles qui vont démarrer dans les prochaines heures.
Et c'est à ce niveau que la problématique de la qualité du riz, de l'huile, des boissons va se poser. Parce que ce centre qui est désormais positionné comme, à travers son laboratoire, qui est devenu le laboratoire des référents de l'Afrique centrale. Parce que l'Union européenne qui accompagne le Cameroun accompagne ce centre. D'accord, on aura peut-être l'occasion d'en refaire une émission, oui, puisqu'on en cherche ça ici. Mais j'ai juste pratiquement une dernière question, notamment sur le centre technique. Est-ce qu'on a un pouvoir de police? Parce que la problématique qui se pose souvent avec les autres entités, il a l'expertise, l'entité a l'expertise technique, elle fait ses observations, elle découvre par exemple des défaillances sur le marché, mais n'a pas la capacité forcément de mobiliser l'autorité chargée peut-être de la saisie, de la poursuite. Le centre, vous allez certainement, l'agroalimentaire au Cameroun, ça va aussi dans tous les sens, on ne peut pas se le cacher en termes de produits de qualité. S'il s'avère que, vous le dites, vous allez engager assez promptement des prestations analytiques en termes de qualité, s'il se trouve donc que vous tombez sur des produits qui ne sont pas des produits qui respectent les normes, qu'en faites-vous? En réalité, M. Dipita, et c'est important votre question, il y a un gendarme du marché, il n'y a pas deux. D'accord. Un seul gendarme du marché, au regard de la réglementation, du moins la loi. Parce que la loi est au-dessus de tous les décrets, les arrêtés, même s'il y a des chevauchements entre les décrets et tout, mais c'est la loi qui va s'appliquer. Le gendarme du marché, c'est le ministre en charge des questions de commerce. D'accord. Le centre technique ne va jamais descendre, aller prendre des produits pour aller analyser, non. Il est saisi par ceux qui ont un intérêt à faire constater la qualité ou à se rassurer de la... C'est-à-dire, vous, M. Dipita, en tant que consommateur, vous avez la possibilité, lorsqu'un produit vous pose un problème, de saisir le centre technique qui fait ses analyses et vous remet sous pli fermé vos résultats. Et vous en faites ce que vous voulez bien faire. Ça signifie que quand il y aura des difficultés, les associations de consommateurs, nous savons que c'est leur boulot. Absolument. Elles vont se balader dans tous les espaces marchands pour prendre tout ce qui est suspect et venir se rassurer que c'est bon. Et quand ça ne sera pas bon, elles-mêmes n'ont pas la capacité d'aller saisir. Elles vont se retourner vers le gendarme du marché qui va faire le boulot au regard des résultats. Donc, il y aura donc un assainissement naturel qui va s'opérer et on va donc monter en qualité dans les denrées qu'il y a dans nos espaces marchands. Et ce sera bien pour nous tous. Merci. Parce que imaginez-vous que vous allez acheter un jus, passer dans une belle bouteille, et qu'après vous avez des problèmes. Il faut bien que celui qui vous a créé ce problème réponde. Absolument. Évidemment que les questions de consommation de masse, les questions de prix intéressent davantage, ou du moins grandement les téléspectateurs. Et vous avoir, c'est un véritable régal, mais on ne peut pas en discuter éternellement. On aura certainement d'autres occasions, d'autres plages pour évoquer ces questions. Vraiment, je voudrais vous remercier assez grandement d'être venu échanger pour la lanterne de nos téléspectateurs sur ces questions. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Tchang. On a commencé par là, mais c'est davantage l'expert sur les questions de riz. On aurait pu parler des huiles, des eaux, des produits oléagineux. On aura certainement d'autres occasions. En réalité, c'est moi qui vous remercie parce qu'il faut toujours éclairer la lanterne du consommateur. Absolument. Et nous vous signalons que nous restons disposés. Nous allons trouver du temps, même si on laisse nos populations pendant quelques heures. Elles comprendront que c'est pour la bonne cause. Elles comprendront que c'est également pour leur cause parce qu'elles aussi, elles sont des consommatrices, ces populations. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, on était avec Jackie Gabriel Kemble Tchabgou, qui, comme je l'ai dit, est davantage arrivé ici ce dimanche sous sa casquette de secrétaire général du groupement des importateurs de riz au Cameroun. Merci, bon dimanche et bon début de semaine.